Alors, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à Point de bascule, votre émission d'information préférée du mercredi soir. Et c'est l'édition du mercredi 20 juin, une édition un peu spéciale parce que j'ai le plaisir de recevoir ce soir Antonio Flamand. Alors, bien sûr, Antonio Flamand, c'est un personnage dans notre histoire et c'est probablement un des derniers, sinon le dernier survivant d'une époque glorieuse de la politique québécoise, milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 75. Et Antonio a vécu des moments historiques qu'on va pouvoir partager avec lui ce soir. Et vous allez voir à quel point il a des choses à raconter, à quel point il a le verbe haut en couleur, et à quel point il a des choses à nous raconter, des choses qu'on ne soupçonne même pas, qu'on a perdu de vue, qu'on a délibérément oubliées, qu'on a reléguées aux oubliettes. Qu'on a littéralement préféré oublier ou de ne plus parler parce que c'était gênant, ça nous interpelle trop. Et voilà quelle va être sa contribution auprès de nous. Et puis, mon Dieu, comme je sais qu'il a beaucoup de choses à dire, il est fort probable qu'à la fin de la soirée, on décide de lui tendre la perche pour une autre invitation quelque part à l'automne prochain, là. Donc, on verra là, si lui se sent à l'aise avec ça et si vous trouvez ça intéressant, on arrangera nos flûtes en conséquence. Mais on va commencer par aborder les sujets d'actualité nationale rapidement parce qu'on veut rapidement aussi donner à Antonio l'occasion de nous faire part de sa vision et de son expérience. D'abord, rappelons que on a assisté à l'épilogue un peu pathétique là, de l'affaire La Presse. Vous avez vu que, alors qu'on pensait la semaine dernière que les carottes étaient cuites pour La Presse, ben non. Le gouvernement Couillard, in extremis, a utilisé le bâillon. Imaginez le bâillon pour un projet de loi privé. Vous comprenez pas tellement ce que ça veut dire, un projet de loi privé, mais ce que ça veut dire, c'est que le bâillon est très rarement utilisé, et même, je me demande même s'il y a un précédent quelconque de l'utilisation du bâillon pour un projet de loi privé dans l'histoire, dans nos annales politiques à nous, et même dans les annales du parlementarisme britannique. Alors, le bâillon, et c'est les libéraux qui cèdent devant l'insistance des Marais et qui leur donne satisfaction, alors que selon les règles normales, le projet de loi aurait dû être discuté, étant donné que et le Parti québécois et Martine Ouellette, qui siège maintenant à titre d'indépendante, jusqu'à la fin de la session, enfin la fin de la session est terminée, mais jusqu'aux élections du mois d'octobre, avait le droit de demander une pleine discussion de ce projet de loi-là. Alors, je me demande d'ailleurs si c'est légal, parce que tu as un article du règlement qui dit que pour un projet de loi présenté à la dernière minute, on doit être privé, il faut l'assentiment de tout le monde. Puis c'est comme s'il n'existait pas. Ben non, mais il existe, sauf que le gouvernement s'est servi de sa prérogative d'imposer le bâillon. Et lorsqu'il fait ça, il peut forcer le vote. Alors, la question qui mérite d'être posée sur le plan du droit, du parlementarisme, du droit parlementaire, c'est celle de savoir si il y a un précédent quelconque, parce que tout notre système repose... Mais si elle a le droit de faire ça, ouais. Alors l'article du règlement qui dit qu'il faut l'assentiment de tous les membres de l'Assemblée, il n'y a plus de raison d'être. Il y a de raison d'être dans les circonstances normales, mais lorsqu'on applique le bâillon, ça devient une circonstance anormale. Ouais. Vous savez que le bâillon, ça n'existait pas dans mon temps. C'est ce qui nous a permis de discuter du Bill 63 pendant un mois. Ah, ça n'existait pas. En 1968, ça. En 1969. 69, d'accord. Alors, s'il y avait 5 députés qui s'opposaient à l'adoption d'un projet de loi, le projet de loi devait être discuté article par article et chaque député avait le droit de parler 1 heure sur le projet de loi, sur les articles. Ouais. Alors,
ce qui était terrible, c'est qu'on était 5. Donc, on pouvait s'opposer à ça. Et effectivement, on parlait 1 heure sur chacun des articles. Et c'est long, là, quand un article... ça a duré 1 mois parce que les choses qu'on disait demandaient une réponse, alors on nous répondait. Alors, si on avait le droit à des questions complémentaires. Oui. Puis on couchait dans nos bureaux parce qu'ils siégeaient la nuit pour nous casser. Alors, quand ils appelaient le vote, on était là, on siégeait dans nos bureaux. Écoute. Et c'était une période extrêmement difficile. Tu vois, la précision que tu m'apportes, là, parce que moi, j'ignorais la date à laquelle on avait introduit le bâillon. Alors, tu me confirmes qu'effectivement, si ce n'était du bâillon, ça n'aurait pas pu se faire. Le bâillon étant récent, il n'y a aucun précédent d'utilisation du bâillon pour un projet de loi privé. Et en droit parlementaire britannique, l'absence de précédent constitue un empêchement. Et normalement, il n'y aurait pas dû procéder là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi ni le Parti québécois ni Martine Ouellette ne se sont pas objectés et n'ont pas forcé le gouvernement à suivre la procédure normale. Dans le cas de Martine Ouellette, elle n'est pas avocate, alors c'est peut-être qu'on lui a dit de... Oui, mais au sein du Parti québécois, il y a quand même quelques avocats, là. Oui, mais si ça s'est fait, je vais te décevoir, mais c'est que le Parti québécois, d'une certaine façon, a décidé de... Tu ne vas pas me décevoir du tout. De laisser passer. Je suis parfaitement au courant. Et il faut comprendre que, comme on l'a expliqué ici à quelques reprises déjà, Jean-François Lisée lui-même est un ancien de la presse. Ça a joué. Oui, ça a pesé dans sa décision. Alors, c'est pathétique. C'est pathétique. Et ce qui s'est passé là, ça démontre à quel point cette famille des Marais est devenue puissante et capable d'imposer sa volonté au gouvernement du Québec. Et on a vu Couillard littéralement se prostrer, se jeter à terre pour obéir aux ordres. Oui. Mais surtout, faut voir que maintenant, l'argent des contribuables va servir pour la défense du fédéralisme. Ouais. Alors, l'argent des contribuables, il servait déjà beaucoup, l'argent des contribuables au fédéral, mais maintenant, même au provincial, il va servir, alors que le Parti québécois, toujours, s'oppose et garantit qu'on n'utilisera pas les fonds publics pour faire valoir à des fins autres que celles pour lesquelles elles sont prévues. C'est ça. Ouais. Écoute, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais là, ça va se faire, parce que quand on fait des dons, on a des crédits d'impôt, donc de l'impôt qu'on ne paye pas. Exactement. Le 50 millions que la famille Desmarais s'est engagée à mettre, que Power Corporation s'est engagée à mettre dans la presse, il faut comprendre que ça leur donne droit à des crédits d'impôt. Autrement dit, le crédit d'impôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le contribuable qui va payer. Le contribuable qui va payer, puis l'argent qu'ils vont recevoir dans les prochains dons, ça va être encore le contribuable qui va payer. Et ça va servir à la promotion de l'agenda fédéral. De l'agenda fédéral, puis ils nous le disent en plus. En plus, ils nous le disent en pleine face. Oui. Écoute, franchement, là, on a la soumission honteuse, hein? Oui. OK. On va laisser cette affaire-là. Là, on en a assez parlé, surtout dans les semaines passées. Antonio, toi, tu viens de ce coin-là. Les libéraux fédéraux se font servir une raclée par les conservateurs au Saguenay. Oui. Comment tu vois ça, toi, ce qui s'est passé? D'abord, au Saguenay, il est évident que c'est comme le reste de la province. La corruption, les gens en ont assez. Oui. Il y a 2 facteurs qui ont joué. Ce facteur-là a joué. On ne voulait pas voter libéral. Puis le deuxième facteur, il y avait un excellent candidat. Ça a joué aussi. Oui. C'est l'entraîneur des Saguenay. L'ancien entraîneur des Saguenay-Chicoutimi. C'est un type assez coloré. Ouais. Et assez aimé. Ouais. Alors, il y avait un bon candidat. Puis il y avait le fait qu'on ne voulait pas voter pour les libéraux. Et après ce qui s'était passé avec le Bloc, les gens n'avaient pas beaucoup de choix que de voter conservateur. Mm-hmm. Ce qui est important, ce qui s'est passé avec le Bloc, puis je veux le dire, un complot, là, c'est quand tu reçois, c'est toi qui reçois la difficulté, on te tend un piège, tu dis c'est un complot. Mais pour celui qui le fait, c'est un plan.
Et prétendre que des complots, ça n'existe pas, c'est prétendre que les fédéralistes sont tellement stupides qu'ils n'ont pas de plan pour nous défaire. Alors, il n'y a personne qui va me faire croire que le Bloc québécois est à 30% dans les intentions de vote, et au moment où Trudeau s'effronde, au moment où il est au pied du mur, c'est cette journée-là qu'on intervient pour jeter le Bloc par terre. Et là, on va faire croire que dans ce groupe-là, il n'y a personne qui est aux ordres du fédéral. Tu veux dire au sein du Bloc? Au sein du Bloc, hein? Ouais. On a eu Claude Morin, qui recevait 375 $ par semaine pour nous dire quoi faire. Ouais. Et au sein du Bloc, il y a quelqu'un, je ne sais pas lequel, peut-être même plus qu'un, qui soit qu'il chante, le chantage c'est quelque chose de puissant, ou soit qu'il est payé pour faire un pareil gâchis. C'est pas Mme Ouellette qui a fait le gâchis, là. Elle a supporté, courageusement d'ailleurs, un déluge d'injures, d'attaques personnelles, et ça s'est fait au moment où le Parti libéral est au pied du mur, puis où les conservateurs ne sont pas encore présents au Québec. Alors, ce que tu me dis, c'est que le fiasco auquel on a assisté était une gracieuseté d'Ottawa. Oui, commandé. Et c'est impossible qu'il en soit autrement. C'est impossible. Je comprends qu'il y a des gens là-dedans qui étaient sincères, qui ont embarqué là-dedans parce que tout le monde le disait, tout le monde le faisait. Je suis à peu près convaincu que tu as raison. Alors, c'est impossible autrement. Bon, toujours est-il que maintenant, les conservateurs ont le vent dans les voiles. Et on se retrouve un petit peu, toi qui as connu ça aussi, un retour comme celui qu'on avait, disons, ça remonte même jusqu'aux années 30. Oui. C'est que tu as eu une période de corruption comme celle qu'on présente actuellement avec le régime Tachereau, période de corruption qui était plus tolérable. Là. Hein? On pense... les fonds de la province qui sont déposés dans des comptes privés, puis que les personnes retirent les intérêts. Il y avait rien, là. Il y avait plus aucune pudeur dans rien. Non. Okay? Et on a ça encore. Hein? Et quand tu as ça s'est produit d'ailleurs en 35 et 36, tu as plusieurs partis qui se créent. Hein? Il y a plusieurs groupes qui se forment, puis qui veulent être la réponse à ça. Ouais. Mais finalement... à la fin, là, quand ça va finir, il va rester... il y en a déjà un de parti, là, Option nationale est parti. Oui. Il y a d'autres partis qui vont disparaître. Qui vont disparaître aussi, ouais. Oui, je suis à peu près certain. Ouais. En fait, ce à quoi on est en train d'assister, là, c'est à une reconsolidation des blocs électoraux. C'est ça, c'est ce qui va se faire. Et dans le fond, ça va être une excellente chose, parce qu'il n'y a pas moyen de prendre le pouvoir à Québec sans consolidation du vote francophone. On y reviendra un peu plus tard. Absolument. Hein? OK. Et encore dans l'actualité ces jours-ci, là, on assiste à Ottawa à une prise de conscience assez dramatique de la part des pouvoirs du gouvernement lui-même, de la ministre Freeland. La renégociation de l'accord du libre-échange, c'est loin d'être fait. Et il y a même des sérieux motifs de douter que ça va pouvoir être reconduit. Donc, autrement dit, la protection, la sécurité que le Canada croyait s'être donnée en 1985 au moment de l'accord du libre-échange avec Canada et les États-Unis, puis ensuite un peu plus tard avec la conclusion de l'accord du libre-échange américain. Tout ça, c'est en train de voler en éclats. Et là, le Canada découvre qu'il a mis tous ses œufs dans le même panier et il est mal placé. Et vous avez vu les réactions du premier ministre Couillard, là, qui monte au créneau puis qui traite Trump de tous les noms et qui dit « on va réagir contre ça », etc. L'ennui, c'est que, il faut être sérieux, là, on n'a aucun levier contre le gouvernement américain. D'ailleurs, si j'avais un conseil à donner, quelle que soit l'opinion qu'on a de M. Trump, on devrait être poli avec lui. Écoute... Parce que il a la puissance américaine dans les mains, et puis il en use. Il y a des gens qui disent qu'il en abuse. Oui, mais
je pense pas que ça soit très, très... même si ça peut faire plaisir. Oui, c'est comme Trudeau qui s'est soulagé en disant... c'est stupide, là. Qui a dit dire que les mesures américaines étaient insultantes. Il peut bien penser, mais c'est pas des choses à dire. Non. Et d'ailleurs, on a vu quelle a été la réaction de Trump. C'est ça. Et Trump a dit, ça va vous coûter cher, mes petits amis, ça va vous coûter très cher. Et on sait ce qu'il y a dans la balance. Trump, là, il exige l'abandon des programmes de gestion de l'offre. Et il va, maintenant que Trudeau il a donné une arme pour aller insister, il va s'en servir. Oui, puis le premier ministre Couillard lui a également facilité les choses en l'insultant. Voilà. Puis, alors, c'est tellement pas fin. C'était très, très maladroit. Très maladroit. Même si ça faisait plaisir. Oui, voilà. Écoute, on a, dans tout ça, là, on assiste finalement à une fin de session à à Québec, qui est assez pathétique, hein, qui est assez... franchement, là, c'est très amer. As-tu vu la quantité de ministres et de députés qui ne se représentent pas? As-tu vu, tu sais, dans le cas du Parti libéral, là, c'est véritablement les rats qui quittent le navire. Hein? C'est parce que chez les francophones, et... faut voir que le Parti libéral part avec un bon groupe de députés au départ, les députés qui sont dans des comtés anglophones, mais s'ils ne sont pas capables de ramasser des comtés francophones, c'est la fin. C'est la fin. Et c'est effectivement la fin. Et je ne pense pas, même s'il y avait une remontée du Parti québécois, qu'à 15 % dans les intentions de vote chez les francophones, il y a beaucoup de députés libéraux qui se fassent élire dans les 80 comtés francophones. Alors, ils s'en vont. Hein? Je me mets à leur place, ils s'en vont. Oui. Alors, ils le voient d'ailleurs, ils le sentent sur le terrain. Ils sentent qu'il n'y a rien à faire. Là. Ils sentent qu'il n'y a rien à faire. Ça là-dessus, là... Quand Québec se met à virer, là... la gélatine est prise, là. Ah, ouais. Alors, reste à savoir comment, entre le Parti québécois et la CAQ, ça va se goupiller. Dans les discussions qu'on avait avant l'émission, Antonio, tu m'évoquais une hypothèse et j'avoue franchement que tu m'as pris un peu de court. Je ne m'attendais pas à que tu dises ça, mais tu évoquais même la possibilité, si la CAQ ne parvenait pas à former un gouvernement majoritaire, qu'il puisse y avoir une alliance entre la CAQ et le PQ. Bien, je pense, même s'il n'y a pas d'alliance, il va y avoir... une entente. Une entente quelconque, parce que... à mon avis, à moins que... parce qu'on est encore loin, hein? Ouais. Quoi qu'on en pense, on est encore loin et une plure de banane, ça fait des dégâts. Oui, on en a vu quelques-unes dans notre histoire. On en a vu quelques-unes dans notre histoire, mais si la CAQ continue comme ça, elle va former un gouvernement majoritaire, il n'y a aucun problème. Mais si elle glisse sur des plures de banane, ça va faire monter... sur laquelle ils ont glissé avec l'affaire Le Bouillonnec. Oui. Ça n'en prendra pas plusieurs pour que ça y aille mal. C'est pas beau, ça. Alors, à ce moment-là, il va y avoir une remontée du Parti québécois, mais il n'y aura pas de remontée du Parti libéral, quoi qu'on en pense. Là. Il n'y a pas de remontée possible. Les carottes sont réellement cuites pour eux. Là. Il n'y a personne qui doute de la corruption au max là, du Parti libéral. C'est terminé, ça. C'est acquis, ça. C'est acquis, ça. C'est acquis, là. OK. Ça nous amène au sujet suivant. Et puis, ton regard va être particulièrement précieux pour nous éclairer sur ce qui est en train de se produire. Au mois d'octobre dernier, sur le site de Vigile, on a mis en ligne une analyse d'un jeune démographe, en fait d'un jeune scientifique qui a fait une analyse démographique et qui a abouti à des résultats assez spectaculaires, très bien documentés, très rigoureusement. On a pris la peine de le rencontrer, on a pris la peine de s'assurer de la solidité de ses bases, et il annonçait, lui, le déclin démographique du Québec et le fait que les francophones cesseraient d'être majoritaires au Québec en 2035. Je l'ai déjà entendu auparavant. J'ai suivi, quand j'étais à l'université dans les années 50, des conférences de Jacques-Henri Pain, qui était démographe. Oui. Et qui prévoyait déjà à l'époque qu'en 2000, c'est-à-dire pas en 2000, en 1967, lors de la Confédération, que l'île de Montréal sera à 50-50, puis qu'en 2000, le Québec sera à 50-50.
Mais il avait oublié une chose, c'est que les gens ne restent pas. Ils s'en vont. Ouais. Alors, ils s'en vont en Ontario, ils s'en vont ailleurs, ils s'en vont dans les provinces anglaises. Et puis, en fait, tu étais très conscient que dans les années 60, à partir de... Tu sais, c'est très intéressant de le noter, à partir de 1962, au moment où on nationalise Hydro-Québec, il se met à y avoir un fort mouvement d'exode des anglophones vers l'Ontario qui va culminer en 1976 avec l'élection du Parti québécois, lorsque 175 000 personnes sont parties. Ouais. Mais ce sont des Anglais qui sont partis puis ils ont été remplacés. Le danger, parce qu'on parle des francophones, le danger, c'est que les francophones qui arrivent de l'extérieur ne s'intègrent pas, c'est-à-dire ils s'intègrent, mais ne partagent pas nécessairement le désir de conserver la langue française, même si ce sont des francophones, qui est celle des Québécois. Je pense que c'est là qu'est la difficulté. C'est que pour eux, ce n'est pas un enjeu existentiel. C'est ça. Alors que ça l'est pour les Québécois. Les Québécois. Ou francophones, c'est un enjeu. OK, c'est vraiment un enjeu existentiel. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ça doit, en même temps, peser sur les stratégies qu'on a pour assurer notre pérennité, notre avenir comme nation. Je veux pas croire qu'on va disparaître. Hein? Alors, à partir de là, je compte sur certains effets pervers qui peuvent se produire. Quand est arrivée la canonisation du Saint-Laurent, je me souviens que M. Duplessis s'époumonait à dire qu'on allait ruiner Montréal parce que tout le trafic allait s'en aller à Toronto, alors que Montréal était la métropole à l'époque du Canada. Il avait raison. Tout à fait. Excepté qu'en même temps, les anglophones se sont en allés à Toronto. Bien, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes. Là. C'est ça. Alors, il y a un effet pervers qui n'était pas prévisible, qui a fait qu'à ce moment-là, les prévisions de Jacques-Henri Pin se sont avérées fausses. J'ai mentionné tantôt le cas de l'Hydro-Québec. C'est intéressant de comprendre pourquoi. C'est qu'à partir du moment où toutes les petites compagnies comme la Shawinigan Light and Power, comme toutes sortes de petites compagnies là, qui étaient finalement dirigées par des anglophones, qui étaient financées par des entreprises, des maisons de courtage de la rue Saint-Jacques anglophones, dont les ingénieurs étaient anglophones, OK? À partir du moment où on consolide Hydro-Québec et puis on en fait une affaire de francophones, les Anglais s'en vont. Oui. Mais pas plus juste les Anglais de l'Hydro-Québec, c'est tous ceux qui servent, qui sont au service d'Hydro-Québec. Oui. Mais là, je n'ouvrirai pas une discussion, mais je me souviens quand... Lors de l'élection en 1962, je me suis rendu à Matane pour dire à M. Johnson, puis j'avais obtenu un quelques minutes avec lui, j'avais écrit un petit mot que j'avais donné à Armand Maltais, qui est un ami, pour qu'il donne ça à Johnson, en lui disant « Ne vous opposez pas... » Il était député de la Côte-Nord, lui. Non, il était député de Québec-Est. Québec-Est, excuse-moi. Il dit « Ne vous opposez pas à la nationalisation de l'électricité. De toute façon, les Québécois la veulent, c'est vendu. » Et elle va se faire de toute façon. Alors, enlevez ça aux libéraux dans les mains comme instrument électoral. Et il m'avait répondu non, parce que je ne le ferai pas. Puis il m'avait dit pourquoi. Et le gouvernement Duplessis avait passé une loi qui faisait en sorte que toutes les rivières qui pouvaient être harnachées puis importantes était réservé à Hydro-Québec. Hydro-Québec maintenait les tarifs très bas. Ouais. Alors, ils n'étaient pas capables de se renouveler, puis ils vont tous nous tomber dans les mains, puis on les payera pas, on va les avoir, ils vont nous les vendre pour rien. Et tandis que là, ils sont tous d'accord pour se faire acheter. Au gros prix. Au gros prix, puis on va les payer au gros prix. On payait le gros prix. Puis on payait le gros prix. Ah. Alors, et ça, là, quand on regarde ça, l'Hydro-Québec, moi, on dit toujours, c'est M. Godbout qui a fait l'Hydro-Québec. M. Godbout, il a passé la loi, mais il n'a rien fait avec. C'est Maurice Duplessis qui a fait l'Hydro-Québec. Ouais. Et c'est lui qui a développé l'Hydro-Québec. Hein? On oublie ça, là. Ah, écoute, en ce qui compte... D'ailleurs, c'est intéressant que tu nous amènes sur ce terrain-là, parce que il est assez désolant, même affligeant, de voir à quel point Duplessis
et mal jugé. À quel point les libéraux sont parvenus, dans leur hargne anti-Duplessis, de nous le faire passer pour un bonhomme 7 heures, vraiment un homme horrible, et qui était malhonnête, ce qui était absolument faux, comme l'enquête Salvas l'a démontré par la suite, et on reparlera de ça éventuellement avec toi à un autre moment. Mais comme également l'homme qui était de connivence avec les communautés religieuses, il n'était pas de connivence avec les communautés religieuses. Hein? On peut en parler. Bien, là, s'il ne gouvernait pas avec les communautés religieuses, il n'aurait pas gouverné, là. Parce que les communautés religieuses tenaient le Québec debout, là. Faut voir ça, là. Ils tenaient les écoles debout, ils tenaient les hôpitaux debout, ils tenaient le Québec debout. Ouais. Alors, ils n'avaient pas le choix de gouverner avec eux, d'autant plus qu'ils ne coûtaient rien. C'est ça. Hein? Alors, puis il le disait, ils ne coûtaient rien. Moi, je me souviens, j'étais au collège, puis j'avais des membres de ma famille qui étaient curés, puis on devait... les gens de ma famille se cotisaient pour leur acheter des soutanes. Ouais. Ils étaient curés puis ils enseignaient. Ça n'a pas de bon sens, là. Okay? Comment est-ce que ces gens-là étaient dévoués? Et là, on les a tous détruits avec ceux qui se sont livrés à des manœuvres inacceptables sur des enfants. Mais on oublie que c'est au maximum de 7 à 10 % là, okay. Que tous les autres étaient d'un dévouement total, qui ne coûtait rien. Dans toute activité humaine, oui. Tu as des pommes pourries. Ben oui. OK? Et évidemment, dans le clergé, il y avait des pommes pourries. OK? Dans les communautés religieuses, il y avait des pommes pourries. Mais il faut quand même être conscient que les pommes pourries, c'est pas la règle, c'est l'exception. C'est l'exception. Et puis, alors, de stigmatiser les réalisations concrètes des communautés religieuses, du clergé de cette époque-là, c'est charrier, c'est pousser loin et c'est vouloir diaboliser. Ouais. Alors, cette diabolisation-là, elle n'est pas désintéressée, elle sert des intérêts. Sert des intérêts. OK? Vous savez, on parlait de M. Duplessis tantôt, on oublie que quand il est mort, il devait 30 000 $ et... Sa succession, oui, aurait fait faillite si des amis ne s'étaient pas cotisés pour rembourser le 30 000 $ qu'il devait à la banque. Ouais. Alors, c'est un homme qui est mort avec rien, okay. Absolument rien, complètement pauvre. Oui. Donc, il ne s'est pas enrichi. Il ne s'est pas enrichi du tout. M. Martineau, qui était la caisse électorale, puis qui est le trésorier de l'Union nationale. Comme un gars, quand on en parle, comme un... L'enquête Salvas, ils ont cherché à y trouver quelque chose. Et la seule affaire qu'ils ont trouvée, et d'ailleurs, il a été acquitté au premier procès, la seule affaire qu'ils ont trouvée, c'est qu'ils avaient demandé à la compagnie SICO de verser de l'argent pour aider quelques étudiants. C'est tout ce qu'on a trouvé. Ouais. Et là, la Cour d'appel a décidé que c'était, comment dire ça, il a été condamné pour abus de confiance. Mais moi, alors, c'est de la foutaise. Ouais. Hein? C'est la Caisse électorale qui aurait dû poursuivre M. Martineau, ouais. Parce que la Caisse électorale était privée des deniers que normalement, M. Delaurier aurait donné à la Caisse électorale de l'Union nationale. Ouais. Alors, c'est tout ce qu'on a trouvé. Et malgré ça, tous les gens pensent que c'est un gouvernement qui était pourri. Ouais. C'est un gouvernement qui a construit au-dessus de 400 écoles par année, qui a construit tous les hôpitaux qu'il y a au Québec, presque. Ouais. Hein? Moi, j'assistais à l'inauguration de l'hôpital Sainte-Justine, je me souviens de ça. On parlera de ça la prochaine fois parce que... Oui, je la connais, l'histoire. Ouais. Tu nous en as déjà discuté dans un autre contexte. Ouais. Mais revenons à la différence d'attitude entre Maurice Duplessis, Daniel Johnson, quant à la façon de faire l'indépendance du Québec, par rapport à celle qui est devenue celle du PQ quelques années plus tard. L'idée de l'indépendance, là, elle n'est pas née avec le PQ, puis elle n'est même pas née avec l'Union nationale. Hein? Il y avait des gens à l'époque qui étaient pour l'indépendance du Québec. Le chanoine Gros, notre État français, nous l'aurons. Notre État français, nous l'aurons. Mais... quand vous parlez de Chanoine Gros, c'est assez intéressant parce que le Chanoine Gros décrit la personne
qu'on doit avoir, puis la façon dont on doit le faire. Ouais. Et c'est ce que Maurice Duplessis fait, puis il ne le reconnaît pas. Non seulement il ne le reconnaît pas, il le vilipende. Vilipende. Oui, parce que les gens qui l'entourent détestent Maurice Duplessis. Hein? Ouais, Voilà, ils le détestent. Parce que Maurice Duplessis est un homme de pouvoir, puis il les a tassés, puis il a pris le pouvoir. Hein? Il est un peu brusque. Il est un peu brusque, mais il fait exactement ce que Chanoine Gros recommande, Ouais. hein? C'est de construire l'État et de rapatrier tout ce qu'on peut rapatrier de pouvoir. Et je me souviens que très souvent, dans ses conférences, il disait, si on est trop, on peut s'en aller. Hein? Si on est trop, on peut s'en aller. Il disait, on est aussi fin que les autres, on est capable de s'administrer nous autres-mêmes. Oui. Et lors d'une rencontre avec le chanoine Lionel Groulx, le dernier qui a publié sa biographie, il raconte, le chanoine Lionel Groulx est brusque avec, et lui dit au chanoine Lionel Groulx, vous êtes un excellent historien, mais vous suivez pas l'actualité. Oui. C'est que... Hein? C'est comme M. Johnson Daniel qui propose à Bourgault de venir avec lui, puis Bourgault veut qu'il fasse de grandes déclarations. Johnson, il dit, vous voyez pas qui m'accompagne? Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que les gens suivent en arrière. Alors, M. Duplessis nous amenait toujours à prendre conscience qu'on n'avait pas besoin des anglophones, qu'on était aussi fins qu'eux autres. On oublie des choses. En 1944, quand il a nommé Onésime Gagnon comme ministre des Finances, les premières pages des journaux trouvaient ça extraordinaire. On nomme un Canadien français ministre des Finances. Premier. Mais oui, mais on est loin, là. On est très loin de croire qu'on est capable de faire l'indépendance. Il fallait que le peuple soit ça. C'est ça. Alors, Johnson, lui, est arrivé, puis il a décidé qu'on aurait l'égalité ou l'indépendance. Je crois qu'il était sûr, je le crois parce qu'on en a parlé, qu'il était sûr qu'on ne lui accorderait pas. Oui, qu'on ne lui accorderait pas. Alors qu'il serait obligé de faire l'indépendance. Mais si, devant lui, j'aurais dit, ils ne nous l'accorderont pas, il m'aurait dit, c'est pas à toi de donner la réponse, c'est à eux. Ouais. Hein? Alors, quand les gens disent qu'il n'était pas indépendantiste, il a dit, en réalité, il était pour l'égalité, mais ne sachant qu'il ne l'aurait pas, il préparait l'indépendance. C'est ce qu'il a fait avec le général, la visite du général et tout. Bien, c'est ça. J'allais justement t'amener là-dessus. Écoute, toi, tu as vécu ça de très, très près. La visite du général, tu étais littéralement là dans les... J'étais dans l'opération. Dans l'opération. OK, de la réception du général de Gaulle, tu étais très proche de Daniel Johnson. Et les gens, les Québécois ne comprennent pas ce qui s'est passé là. C'est extraordinaire ce qui s'est passé là. Il faut comprendre la portée énorme que ça avait. Parce que, et tu me préciseras si je déraille ou tu ajouteras des choses, quand le général de Gaulle vient au Québec, et puis il l'explique ensuite dans la conférence de presse qu'il donnera quelques mois plus tard, entre parenthèses, la conférence de presse qu'il prononce en octobre ou en novembre 1967, il est interrogé par un journaliste, un ancien journaliste de la presse qui s'appelle Pierre Saint-Germain et qui lui demande d'expliquer le sens de sa visite au Québec. Et il le fait en brossant un tableau incroyable. D'ailleurs, vous pouvez la trouver sur Google parce que il y a quelques années, moi, j'avais pris le grand segment qui avait été préparé par l'Institut national de l'audiovisuel en France, et puis j'avais retiré le segment sur la visite au Québec, et de telle façon qu'on peut le trouver individuellement sans avoir à se farcir toute la conférence de presse. Ouais. Alors, maintenant, en faisant sur Google « Conférence de presse Général de Gaulle, vive le Québec libre », vous allez trouver exactement ce bout-là, et ça dure 20 minutes, et c'est extraordinaire. Mais, toi qui étais là, sur place... Le général, d'abord, il annonce qu'il ne viendra pas. Et Johnson est parti d'urgence, il est allé à Paris, ça, c'est quelque chose qui est connu, pour dire au général, il faut que vous veniez absolument. Et c'est là qu'ils ont mis au point son voyage. Ouais. Et il s'en venait ici. C'est pas un hasard, tout ce qui s'est passé là. Non. Ça a tout été planifié. À la minute près. À la minute près. Et tantôt, je te disais que
on était au manège militaire et normalement, c'était là qu'on organisait l'intendance pour la visite de tous les visiteurs étrangers. Mais la réalité, c'est qu'on organisait la visite du général. C'est tellement vrai que... Au manège militaire de Québec. Au manège militaire, dans le bar. Et tous les matins, on passait un petit appareil pour voir s'il n'y avait pas des micros qui avaient été installés. Ouais. Mais on ne se méfiait pas à l'époque de ce qui se tramait là. Et dans les jours qui ont précédé l'arrivée du général, les gens des communications du fédéral ont dit, nous autres aussi, on va aller s'installer au manège militaire. Et le lendemain matin, à leur grande surprise, ils ont rentré au manège militaire, puis il n'y avait plus personne. Les gens du Québec étaient tous déménagés au château durant la nuit. Alors, on a demandé des explications, puis la réponse, c'est qu'on a été menacés. Et je me souviens qu'après la visite, dans les petits cercles, on se moquait, parce que Johnson disait, il ne faut jamais raconter un mensonge. Jamais, jamais, jamais. Alors, il disait, oui, on a été menacés de se faire pogner, de se faire découvrir, de faire découvrir tout ce qui s'était préparé pour que la visite du général soit un succès phénoménal. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le général arrive à Québec. C'était pas la volonté du gouvernement fédéral, mais disons que le général de Gaulle les a mis devant le fait accompli. Il venait pas en avion, mais il venait en bateau sur un croiseur français et il débarquait à Québec. Ouais. Il est accueilli à Québec par le gouverneur Roland Michener à l'époque. Oui. Et c'est frappant parce que vous pouvez voir la vidéo qui a été faite à l'époque par comment ça s'appelait, l'Organisation d'information et de publicité du Québec, l'OIPQ, l'Organisation pour l'information et la publicité du Québec. C'était Jean Loisel qui avait fait ça, avec la collaboration d'un cinéaste très connu, là, dont le nom m'échappe. On voit tout au long là, de quelle façon Michener est là, reçoit le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il lui répond même pas. Il s'adresse directement à Daniel Johnson. C'est ça. Première des choses. Deuxième des choses, il devait être sous l'autorité la visite devait se faire sous l'autorité du gouvernement fédéral. Pas du tout. On embarque le général de Gaulle dans une voiture officielle, puis on le fait descendre le long du chemin du roi. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça avait été organisé, ça. Ça, entre autres, on se disait, et j'avais assisté à la rencontre, on se disait comment les gens vont faire pour accueillir le général. Et alors, le meilleur moyen, c'est d'avoir des drapeaux dans les mains puis le souligner. Et on pensait qu'il n'y en aurait pas. Alors, on avait posé des poteaux pour mettre des drapeaux, 3 drapeaux à chaque espace, là, qui n'étaient pas très éloignés les uns des autres, dans tous les villages. Quels drapeaux? Mentionne-le, ça vaut la peine. Le drapeau du Québec, le drapeau de la France, puis le drapeau du Vatican, parce que le général de Gaulle était catholique. OK. Alors, c'est les 3 drapeaux, il n'y avait pas de drapeau du Canada. OK. Alors... et le vendredi soir, on pose les drapeaux dans la journée du vendredi. Et le vendredi soir, dans tous les villages, il y a un gars du ministère de la Voirie qui va dans les maisons et il dit, vous pouvez les ramasser, on va en poser d'autres demain. Alors, les gens ramassent les drapeaux. Le samedi, on fait encore la même chose, on dit encore la même affaire. Et le dimanche, là, on les avertit, celle-là, c'est pour la visite du général. Le général arrive le lundi, il passe le lundi. Alors, tous les gens ont des drapeaux dans les mains. Et ça permet cette exubérance qui s'est... mais il faut voir que les gens étaient fiers. C'était comme, comment je dirais ça, donc, des retrouvailles. Des retrouvailles, hein? Je me souviens, je vais vous raconter quelque chose d'un type qui travaillait à la North Lake Shore à Québec, la compagnie de papier. North Shore. North Shore, OK? Québec North Shore. Québec North Shore, qui travaillait là. Et puis, il y avait un logement à côté du mien, et il parlait mal des Français. Ils sont ci, sont ça, patati, patata. Alors, je le laisse faire, c'était avant la visite du général. Et dans les jours qui ont précédé, est venu le navire France. Et il y avait tellement de monde qui voulait voir le navire France que les gens n'avaient pas le droit d'arrêter. Ils passaient devant le navire, puis ils devaient remonter la côte à Lens-au-Foulon. Ils devaient remonter Lens-au-Foulon.
La semaine d'après, c'est un navire italien. Je ne me souviens pas du nom. Du navire italien. L'Amérique? Non. Son nom va revenir tantôt. En tout cas, c'est un beau navire. C'est un navire qui se pourrait être le plus beau. Et puis là, les gens allaient voir le beau navire italien, mais on pouvait arrêter. Alors, mon voisin, il me dit, je suis allé tous les jours. Il me raconte ça. Alors, j'ai dit, t'es plein de prunes, toi. Tu détestes les Français, puis tu t'en vas tous les jours faire le singe d'aller passer devant le navire, pas pouvoir arrêter, puis remonter la côte. J'ai dit, tu te rends-tu compte de ce que t'as fait? Alors, il dit, quand il est parti, je l'ai vu partir, mais j'ai pleuré. Ah bon? C'était des retrouvailles. C'était des retrouvailles des Français. Oui, non, c'était... La symbolique était extrêmement puissante. Et une autre chose qu'on ne sait pas, le général parlait des Français du Canada. Oui. Et là, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais il y a tout là aussi un drame, c'est-à-dire un problème très sérieux de la reconnaissance des Québécois francophones catholiques comme étant des Français encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, et ayant le droit d'être Français. Et il y a une thèse qui vient d'être publiée là-dessus. Oui. Et le général connaissait ça. Il était au courant. Il était au courant de ça. Et c'est pour ça qu'il parlait toujours des Français du Canada. Français canadiens. Alors, la visite le long du parcours du chemin du roi, là, est extraordinaire. Vous avez, à un moment donné, des scènes où on voit Daniel Johnson à côté du général de Gaulle en uniforme. Uniforme militaire. Militaire. C'est un chef d'État étranger en uniforme. Et aux endroits où il s'arrête, il fait son discours et il conclut par la Marseillaise. Toujours. Et on voit Daniel Johnson à côté de lui, premier ministre du Canada, ayant prêté serment à la reine, OK? Premier ministre du Québec, pardon, une province du Canada, ayant prêté serment à la reine, chanter, entonner avec lui l'hymne national à ses côtés de la France, la Marseillaise, sans qu'on prononce, sans la présence du drapeau canadien, sans qu'on chante également le Haut-Canada, rien du tout. Écoute, sur le plan du protocole, ce que Johnson a fait là c'est une trahison. Une trahison vers le Canada. Envers le Canada. Et les conséquences vont être graves. Ils vont être très graves pour Daniel Johnson, au point qu'il y a un journaliste qu'on connaît bien, Pierre Schneider, qui, l'an dernier, a rendu public des conclusions, parce que lui, il avait fait enquête là-dessus à l'époque, OK? Puis, il a révélé des choses qu'on ignorait, à savoir les circonstances dans lesquelles Daniel Johnson était mort et la présence à ses côtés d'une personne qui soutient mordicus qu'ils ont été empoisonnés, elle ayant survécu et lui non. Oui, elle avait bu le reste de son verre. Voilà. De son verre d'alcool. Alors, c'est très troublant, cette affaire-là. C'est très troublant. Très troublant, alors, et surtout qu'on nous parle qu'il y a eu une autopsie. Et l'autopsie est introuvable. Ben ouais. Alors, c'est extrêmement troublant, cette affaire-là. Ouais. Et vous savez, une autre chose, c'est que Johnson avait dit quelques jours auparavant que rien ne l'empêcherait de retourner en France à l'automne. Et parce qu'il l'a dit à M. Dauzois devant moi, Paul Dauzois, qui est un fédéraliste, il a dit, je vais faire une élection sur l'égalité ou l'indépendance. Et si t'aimes pas ça, et c'est la première fois que je voyais Johnson parler aussi fermement puis aussi brusquement à un de ses commettants, là, quelqu'un qui est avec lui, là, il a dit, si t'aimes pas ça, Paul, toi et Jean-Jacques, vous vous présenterez contre moi puis je vais vous battre. Et ça, j'ai entendu ça juste avant son départ. Alors, pour la Manic. La Manic. Ouais. Alors, là où il est décédé. Là où il est décédé. Alors, il est sûr que si Johnson reste vivant, l'indépendance se fait. Mais il y a autre chose qu'on doit savoir. Elle se fait parce qu'il y a une puissance étrangère, une puissance importante, qui appuie toute la démarche et qui va protéger le Québec contre toute représailles. Oui, c'est même allé loin. Il y avait même prévu, toi, tu es au courant de ça? Oui, il y avait prévu des conseillers militaires, il y avait prévu des prêts sans intérêt, il y avait prévu des conseillers économiques également qui viendraient pour... Un prêt massif de fonctionnaires. Un prêt massif de fonctionnaires pour organiser l'État. Oui. Organiser l'État... québécois. Indépendant. Indépendant. Alors,
Alors, on comprend dans ce contexte-là que... Il y a quelqu'un qui est encore vivant, puis il pourrait confirmer ça. C'est un journaliste, Bob McNeil. C'est-tu McNeil? Non. Bob McKenzie. Robert McKenzie, ancien journaliste du Toronto Star. Oui, il peut vous confirmer ça. Oui, je sais, je suis au courant. Je suis au courant de ça. OK. Alors, et ça allait loin parce que justement, dans le compte-rendu qu'il avait publié, Robert McKenzie, il racontait comment Johnson lui avait confirmé que la France était même prête à déployer une escadre maritime dans le golfe du Saint-Laurent pour garantir la sécurité militaire du Québec. Oui. Écoute, c'était pas rien, là. Oui. Alors, je veux dire, devant une intervention aussi massive puis de la part d'une personne comme De Gaulle, qui c'est quand même quelqu'un qui n'entend pas à rire, là. Quand il fait des choses, il est fait. OK? On comprend que pour le Canada, pour les États-Unis, le projet de Gaulle et de Johnson constituait une menace politique grave. Une menace politique plus pour le Canada que pour les États-Unis. Les États-Unis. Oui, beaucoup plus. Mais le Canada faisait partie de l'OTAN. C'est ça. Et l'OTAN, c'est un traité de protection réciproque. Donc, quiconque attaquait le Canada, et c'était une attaque, il n'y a qu'à voir la façon dont le gouvernement fédéral a réagi à la présence, aux déclarations de Gaulle, c'était une attaque. OK? Alors, l'OTAN réagissait en solidarité avec le Canada, comme l'exige le traité du traité de l'Atlantique Nord. La preuve que le peuple était prêt, c'est qu'il a élu le Parti québécois. Il faut voir ça. La première élection, je comprends que il ne l'a pas fait tout de suite parce que le temps qu'on se détache de l'Union nationale, parce que les gens qui ont voté pour le Parti québécois, il ne faut pas se tromper, il y a des libéraux qui ont voté pour le Parti québécois, des libéraux historiques, là, mais la généralité des gens de l'Union nationale qui appuyaient Johnson dans sa démarche sont passés au Parti québécois. C'est ça qui a fait que le Parti québécois a pris le pouvoir. Mm-hmm. Et à partir de ce moment-là, on a eu le complot avec Claude Morin qui nous a imposé un référendum absolument inutile d'ailleurs. Hein? Le référendum il est tellement inutile que même si on le gagnait, Chrétien, dans ses mémoires, raconte qu'il ne l'aurait pas reconnu. Ouais. Alors, puis on n'a pas besoin de ça. On a vu que pour changer la Constitution, Trudeau a fait de référendum, il l'a changé, point. Ouais. On est en régime britannique, on doit... C'est pas nécessaire. Et ce qui est terrible avec le Parti québécois, et je ne veux pas le voir perdre, là, parce que c'est un outil, un parti politique, c'est dur à faire. Je voudrais le réorienter différemment. Ouais. Mais pensez-y, là, au moment où le Parti québécois prend le pouvoir, qu'est-ce qu'on entend? On entend l'histoire du référendum qui donne le temps. Parce que quand on est faible et désarmé, le seul moyen de gagner, hein, si vous êtes plus fort que moi puis que je veux vous battre, je vais vous prendre par surprise puis je vais aller vite. Ouais. Parce que si je ne vous prends pas par surprise puis que je ne vais pas vite, je vais en manger une. Ouais. Alors, le Canada vis-à-vis le Québec est organisé. Il y a une armée, il y a tous les pouvoirs économiques. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Puis on réussit à nous convaincre. Il faut y aller à petits pas. Laisser le temps au fédéral de s'organiser. Et ça, c'est le Parti québécois qui nous a vendu ça. C'est ça. C'est Claude Morin. Et Claude Morin. Alors, quand on parle de complot, c'est un complot, ça. Claude Morin lui-même le dit que c'est des fédéralistes qui lui ont vendu ça. C'est des fonctionnaires fédéraux. C'est Robertson et puis Paul Tellier qui lui ont vendu ça. Écoutez... Alors, c'était des gens du conseil privé à Ottawa. Oui, des affaires importantes. M. Johnson était tellement... il ne comprenait pas. Il croyait qu'on écoutait ce téléphone, alors il ne comprenait pas que le fédéral était au courant de toutes ses démarches et de tout ce qu'il disait. Alors, il prenait son chauffeur, puis il allait appeler dans des cabines téléphoniques quand il appelait à l'ambassade de France. Daniel Johnson faisait ça? Eh ben, alors qu'il y avait une confiance absolue dans Claude Morin, qui était son sous-ministre à l'époque. Oui. Mais Claude Morin faisait la même affaire. Alors, à l'époque, il était déjà... Et pourtant, il se présentait comme un indépendantiste convaincu. Oui. Alors, il y avait un complot. Alors, je dis que la même chose se produit actuellement. Et tant qu'on ne voudra pas regarder ça,
puis obliger les gens qui font la chicane à s'expliquer puis à dire pourquoi, on va en avoir d'autres. Et le Parti québécois va toujours avoir l'air d'un parti et les indépendantistes vont toujours avoir l'air de des gens qui se querellent entre eux. Autrement dit, tu considères, toi, que les divisions, c'est orchestré? C'est orchestré. C'est orchestré. C'est pour ça qu'il y en a tant. C'est orchestré. Alors, il n'y a personne qui peut prendre une direction sans avoir une division comme ça. L'indépendance ne peut pas se faire avec une division comme ça. Puis quand on pense que Chrétien nous a dit que c'était pas cher, les commandites, alors que c'était des millions de dollars. Alors, payer un gars quelques dollars par semaine, 500 dollars par semaine, c'est pas cher, là. Mais ça fait la richesse du monsieur, puis ça le rend très efficace pour détruire le consensus. Eh bien, écoute, je veux dire, en fait, tu confirmes des choses que moi, je pressentais, OK? Évidemment, je n'avais pas le recul que tu as pour être capable de conclure aussi précisément que tu le fais. Puis en même temps, je te dirais qu'on est tous retenus un petit peu. On n'ose pas croire qu'on puisse, que le fédéral ait pu aller jusque-là. Mais on est obligé de se rendre... c'est moins loin que les commandites. C'est moins loin que les commandites. Puis il faut se souvenir aussi de la commission McDonald et puis de la commission Kebble. Ce qu'on avait découvert à ce moment-là, c'était pas mal épouvantable. Le vol d'hélices, les incendies. C'est ça. Puis des faux attentats pour blâmer le FLQ, puis tout ça. Alors on a dit, il ne faut pas parler de complot, parce que si vous parlez de ça, vous êtes des paranoïaques, vous êtes des malades mentaux. Hein? C'est ce qu'on a dit. Alors, d'ailleurs, on a tenté de faire la même chose avec Mme Ouellette. Puis j'ai goûté à cette médecine-là, moi aussi, en 1995. Vous connaissez ça. Alors qu'en réalité, un complot, vous l'avez dit au début, hein? C'est celui qui le reçoit, c'est un complot, mais pour l'autre, c'est juste un plan. Ouais. Et des plans beaucoup plus machiavéliques que d'acheter la conscience de quelqu'un ou de le faire chanter. Dans le langage populaire d'autrefois, on appelait ça des plans de nègres. Des plans de nègres. Alors, tu sais, alors c'est ça. Voilà. Maintenant, il y a une autre chose qui me paraît épouvantable, là. C'est l'obligation pour un chef d'un parti indépendantiste de dire quand est-ce qu'il va faire l'indépendance. Je comprends les gens, ils ne les croient pas. Ils ont raison de ne pas les croire, ils ne l'ont pas fait. Et puis ils accusent le peuple, mais c'est les dirigeants. Faut pas faut être très conscient de ça. Faut être très conscient de ça. Alors, les gens ne les croient pas, là, ils veulent avoir une date, mais il y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en ligne de compte qu'il faut laisser les gens qui administrent, les gens qui sont en train de construire l'État, de travailler, de remettre l'État sur pied, de décider du moment. Ouais, parce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'abord d'un moment favorable. Sauf que pour pouvoir faire ça, pour que le peuple puisse faire ça, il faut qu'il ait confiance. Oui. Or, malheureusement, les dirigeants souverainistes ont perdu la confiance du peuple. C'est terrible, mais c'est ça. Mais la réalité, c'est ça. Oui. Okay? Et le premier qui a été dans ce sens-là, là, celui qui a fait un tort épouvantable, c'est Lucien Bouchard. Je suis obligé d'opiner dans ton sens. Hein? Oui. Écoute, Lucien Bouchard, là, c'est une cinquième colonne à lui tout seul. Oui. Hein? Oui. Lui, là, il faut retourner en arrière et puis voir, par exemple, des documents qui sont accessibles sur Google. En 1985, on annonce, puis ça tombe bizarrement, ça tombe exactement le jour de mon anniversaire. 9 juillet 1985, dans les archives de Radio-Canada, vous allez trouver une entrevue accordée par Lucien Bouchard au moment où on annonce qu'il va devenir ambassadeur du Canada à Paris. Oui. Et là, on l'interroge, on dit « Monsieur Bouchard, vous avez déjà manifesté des sensibilités pour le mouvement indépendantiste, etc. Vous ne trouvez pas que vous êtes dans une situation... » Et il va dire très clairement qu'il est un Canadien. Okay? Il le dit. Bon. Ensuite, c'est toute la problématique, l'ambiguïté. Tu
qui s'est développé parce qu'il faut comprendre que les Québécois, malgré tout, ils sont déchirés dans leur appartenance. Okay? Il y a encore des gens qui s'identifient davantage comme Canadiens-Français que comme Québécois. Et il se trouve que parmi eux, il y a des gens qui sont considérés comme des nationalistes canadiens-français. Et cette difficulté de choisir son camp est en train, en fait, nous étouffe. Et à l'heure actuelle, nous mène au cul-de-sac dans lequel on se trouve. Oui, mais en même temps... Et Bouchard est l'homme qui aura justement fait pencher la balance dans ce sens-là. Il y a quelque chose aussi qui me fatigue, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on peut trouver une solution à ça. Mais quand on présente le projet d'indépendance, qui est quelque chose, comment dire, c'est une question de vie pour nous, là. C'est une question cruciale. Existentielle. C'est une question existentielle. À un moment donné, comment se fait-il qu'on ne le dit pas? Alors... Il faut appeler les choses par leur nom. Oui. Quand notre existence est en jeu, c'est un enjeu existentiel. Oui, bien sûr. Ça peut pas être plus clair? Ben oui. Alors, il faut le dire. Et à ce moment-là, les gens vont arrêter de penser qu'ils peuvent voter. Est-ce que la pinte de lait va me coûter un peu plus cher ou si elle va me coûter un peu moins cher? On ne parle pas du prix du lait. Ben non. On parle de notre existence même. De notre existence même. Alors, cette existence-là, faut qu'elle soit mise sur la table. Il faut que les gens le sachent. C'est ça. Et il faut en même temps qu'ils acceptent sans rancune que d'autres personnes qui n'ont pas cette sensibilité-là ne les appuient pas, sans les détester. Et là, dès que tu parles de problèmes existentiels, on t'accuse tout de suite de vouloir empêcher les autres de s'exprimer. C'est un nationalisme intolérant. Intolérant, alors qu'en réalité, je comprends très bien que... Tu fais juste reconnaître qu'on a des intérêts différents. On a des intérêts différents momentanément. Voilà. Parce qu'une fois que le Canada ne sera plus au Québec, si jamais un jour ça arrive, ils auront à choisir est-ce qu'ils restent avec nous? Puis s'ils restent avec nous... Ils sont bienvenus. Puis ils sont bienvenus, puis non seulement ils sont bienvenus, leurs enfants vont partager nos problèmes. C'est ça. Ils vont partager les intérêts de leur État qui va être le nôtre. Et pas juste les problèmes, mais je veux dire, il faut quand même réaliser que lorsqu'on regarde, puis surtout à l'heure actuelle, avec ce dont on est témoin, puis la façon dont le Canada se retrouve dans une position de grande vulnérabilité, le Québec, lui, a les moyens de s'en sortir tout seul. Oui. Hein? C'est pas compliqué, là. Ça, c'est une réalité qu'on oublie. Oui. OK? Le Québec a les moyens de son indépendance, s'il la souhaite. Oui. Et non seulement il en a les moyens, mais il tirerait son épingle du jeu mieux que ne le fait le Canada à l'heure actuelle. Oui. D'ailleurs, il va se présenter parce qu'il y a un changement qui est en train de se faire à l'intérieur du grand monde, à l'intérieur de l'univers. Hein? Il y a les gens qui veulent se reprendre en main, les nations qui veulent se reprendre en main. Ça va être un moment favorable. On ne le voit pas, mais ça va être un moment favorable. Et il va appartenir à ceux qui vont diriger l'État à ce moment-là de décider s'ils font le saut ou s'ils ne le font pas. Mais on ne peut pas... Je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas ça. On ne peut pas exiger une date. Non. Mais on est à la veille. On n'a tellement pas confiance dans nos dirigeants indépendantistes qu'on est à la veille de leur demander non seulement l'année, mais la date. Oui. Ça n'a pas de bon sens, là. Non. Il faut comprendre que dans une décision comme celle-là exige une certaine latitude pour pouvoir exploiter avantageusement les rapports de force. Exactement. OK? Or, les rapports de force, ce n'est pas une réalité immobile. C'est des choses qui sont très mobiles, qui évoluent, et à un moment donné, il peut y avoir une occasion, une circonstance qui va faire en sorte que le moment va être le meilleur. OK? Et aussi, il faut être conscient que
il y a la conjoncture interne qui rentre en ligne de compte. Et en 1995, je le sais parce que j'étais là, on a jugé que la conjoncture interne au Québec était favorable. Ce qu'on n'a pas vu, et moi-même, je m'en confesse, c'est que la conjoncture externe n'était pas favorable. OK? Qu'on était en plein élan de mondialisation, en plein fédéralisme mondial, et que notre démarche allait à l'encontre de cette réalité-là. Alors qu'aujourd'hui, si on regarde la situation, totalement inversée. La conjoncture interne est mauvaise, mais la conjoncture externe est extrêmement favorable. Les États-Unis s'effoirent, l'Europe s'effoire. Tu sais, Oui, chacun reprend ses billes. Chacun reprend ses billes. Alors, et dans ce contexte-là, on devrait, nous, comme Québécois, être en mesure d'en faire autant et de profiter de la situation. Ça, c'est ce qu'on appelle jouer sur la conjoncture et utiliser les rapports de force. Aujourd'hui, le rapport de force, il nous serait favorable, alors qu'il ne l'était pas en 1995. Il ne l'était pas à l'époque. Mais, comment je dirais ça donc? Il faudrait que les dirigeants du Parti québécois retrouvent la confiance de la population. Oui. Et ça... Oui, mais alors là, ça prend des gens d'une certaine trempe. Ça prend des gens d'une certaine trempe, et puis ça prend des gens qui... comment je dirais ça donc? Ça détache un peu, comment dire, des analyses... je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. J'ai trouvé ça de valeur. Lors du dernier congrès du Parti québécois en 2017, au Bonaventure, ça a été un congrès, un succès sur toute la ligne, et pourtant, la fracture entre la population indépendantiste et le parti, il y a eu une brisure. C'était creusé, là. Oui. Il y avait à l'époque, je pense, c'est 22 des gens ou 20 des gens qui étaient pour le Parti québécois, mais il y avait 32 des gens qui voulaient qu'on impose la loi 101 au cégep. Oui. Alors, naturellement, si tu fais ça, tu vas te faire traiter de tous les noms. C'est pas politiquement correct. C'est pas politiquement correct. Mais on l'a pas fait, hein? On l'a pas fait. Puis on a perdu du monde. Puis on a perdu du monde. On s'est retombé à 18 avec un congrès extraordinaire, avec un beau programme, avec quelque chose d'extrêmement intéressant, avec un recours possible de M. Hassan qui était venu faire un tour, de Pierre-Carl Pellado qui était également venu faire un tour. Mais si vous êtes un indépendantiste, puis vous dites, nos jeunes sont en train de vouloir tous s'angliciser, et puis ils veulent aller dans les cégeps anglophones. Écoute, et les cégeps francophones sont en train de se bilinguiser. Ben oui, pour arrêter ça. On apprend aujourd'hui là, que mais moi, il y a un cégep de Sainte-Foy qui est en train de devenir bilingue. Ben oui. Alors, il n'y a même pas aucune garantie à l'intérieur de notre système d'éducation que écoute, ça n'a aucun bon sens. Vous comprenez que si moi, je suis conscient de ça, hein? Alors, la personne là, qui regarde ça, puis qui voit le résultat, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, est-ce qu'on peut se fier au Parti québécois? Non. On ne peut pas se fier. Alors, il faut qu'il retrouve cette Alors, c'est parce que l'indépendance n'est plus... Je veux dire, c'est même une question de référendum. C'est une question... Le projet d'indépendance ne semble plus intéresser le Parti québécois. Exact. Il intéresse encore... Je dis ne semble plus. C'est ça. Il intéresse une quantité de la population beaucoup plus importante que celle qui vote pour le Parti québécois. Oui, parce que encore aujourd'hui, là, on confirme que le soutien à l'indépendance, il est encore à 35 %. Autrement dit, il est 2 fois plus élevé que le soutien au Parti québécois. Oui. Écoute, ça ne peut pas être plus clair comme témoignage. Et si on se mettait à expliquer aux gens que l'indépendance, non seulement elle est souhaitable, mais qu'elle est faisable, OK? Et que non seulement elle est faisable, mais qu'elle peut être une réussite et devenir un modèle. Et je ne comprends pas que les gens ne résisteraient bien longtemps. C'est parce qu'on réagit toujours à des petites analyses, toujours... Et puis on a succombé à la mode, au progressisme. Oui. Et on est tombé
mais dans la niaiserie la plus totale. Dans le marshmallow le plus total. Il n'y a plus de colonne vertébrale. Il n'y a plus de gens qui se tiennent debout. Et regarde ce qui se passe à l'heure actuelle, là. On est comment dirais-je, envahi par des histoires de corruption. As-tu vu, toi, le Parti québécois se lever contre la corruption? Bien, pas grand-chose. Je me souviens, moi, que dans les années 80, tu vas t'en souvenir aussi, au fédéral, quand Mulroney était au pouvoir, il y avait une gang de libéraux, OK, de jeunes parlementaires, parmi lesquels on trouvait Don Boudria, John Nunziata, Sheila Copps, OK, qui s'étaient baptisés de Rat Pack. Oui, je me souviens de ça. OK, et qui sont partis, mais avec une fureur féroce contre les conservateurs, et au point que 2-3 ans plus tard, Mulroney est obligé de démissionner. OK? On n'a jamais connu rien d'équivalent au Québec, sauf pendant l'époque où le Parti québécois n'avait que quelques députés, entre 83 et 86, quand il a fait tomber le premier gouvernement Bourassa. Ouais. Je voudrais te dire une chose. Jean-François Lisée est un gars extrêmement intelligent, okay? Et il reste encore du temps. Et il est possible, si nous, on voit ça, il est possible qu'il le voit aussi. Et il reste encore du temps pour redresser la barre. Parce qu'un parti politique, créer un parti politique, moi je vois des gens qui disent on va faire un autre parti. Créer un parti politique, c'est une entreprise de 10 à 15 ans. Alors qu'un parti politique, c'est un instrument important, il s'agit de l'orienter correctement, puis le Parti québécois répond à tout ça. Pour ce qui est du référendum, il faut absolument que le fédéral s'engage à reconnaître le référendum, parce que sans ça, c'est une sottise d'en tenir un. Ben oui. Alors moi, puis je te dirais qu'on n'en a même pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Bon. Ben non. OK, pour faire l'indépendant, on n'a pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Et puis, si on en tient un, c'est pour peser sur le gouvernement fédéral, mais s'il ne veut pas le reconnaître, puis il nous annonce qu'il ne le reconnaîtra pas, on tient ça pour lui. En tout cas, oui. Moi, je retiens de ce que tu viens de dire une note d'espoir. Oui. OK, que tu conserves. Oui. Et puis là-dessus, je vais te répondre. Je suis obligé parce que c'est un drame si le Parti québécois ne prend pas le pouvoir, ce voici. Mais je vais te répondre comme répondaient les curés autrefois, que Dieu vous entende, mon enfant. Ah. ça me fait craindre un peu. OK. Parmi les problèmes auxquels on fait face, là, comme société, qui justement nous menacent sur le plan existentiel, c'est la non-intégration des immigrants. C'est l'immigration sauvage, illégale. OK? Et comme le suggère, c'est aujourd'hui ou hier, Mathieu Bock-Côté, dans le Journal de Montréal, dans sa chronique, et il dit qu'il faut revenir au socle de nos revendications. Et parmi les revendications le Québec ne doit pas être lié par l'idéal multiculturaliste canadien. D'accord, de toute façon, ça, c'est la Constitution de 1982, puis on ne l'a même pas signée. C'est ça? En partant. Fait que, en ce qui concerne le Québec, OK, nous ne sommes pas légalement tenus c'est ça. de respecter les règles sur le multiculturalisme. Et c'est pas parce que on l'a pas signé. Bourassa l'a pas signé, la Constitution de 1982. L'évêque l'a pas signé. Bourassa, quand il est revenu au pouvoir, il l'a pas signé. Claude Ryan ne voulait pas la signer non plus. Il ne faut pas l'oublier. Johnson, qui a été ministre par intérim, ne l'a pas signé. Parizeau, Charest non plus. Parizeau ne l'a pas signé. Charest non plus. Landry ne l'a pas fait. Bouchard ne l'a pas fait. Landry ne l'a pas fait. Non. OK? Écoute, Pauline Marois ne l'a pas fait. C'est un coup de force contre et même Couillard ne l'a pas fait. Non. Mais il a envie de le faire. Il a envie en maudit, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas osé. Il n'ose pas. Il n'a pas osé. Non. Et là, il arrive en bout de mandat. Et c'était le rêve qu'il caressait. OK? Et il comptait sur la décision qui devait être
qui pensait qui allait être rendu par la Cour supérieure dans l'affaire de la loi 99. De la loi 99 pour pouvoir dire, vous voyez, la loi 99, elle vaut pas, elle est illégale, donc, mauvaise surprise pour lui, il se réveille au contraire avec une décision béton de la juge Dallaire. Oui, et pour rendre une décision aussi difficile, parce que c'est une décision difficile. Très difficile. Puis, il faut que la juge Dallaire, elle se soit plantée les pieds là, sur le plan juridique de façon absolument... 117 pages. Oui. Puis elle s'appuie, mais alors, d'une façon spectaculaire, elle repose sur l'opinion rendue par la Cour suprême au moment du renvoi sur la sécession. Elle dit, le cadre, il a été défini, il est là, et la loi 99 respecte ce cadre-là. C'est spectaculaire comme décision, là. La juge Dallaire, là, on lui doit, tu sais pas comment, une fière chandelle, parce que si cette décision-là avait été dans le sens contraire, la Constitution, Couillard l'aurait déjà signée. Je sais que c'était une avocate... En fait, il aurait attendu le 1er juillet. Je sais que c'était une avocate exceptionnelle, alors elle démontre qu'elle était... Oui, puis elle a une maîtrise en droit constitutionnel. C'est pas... Bon. Alors, puis ensuite, je vais te dire bien honnêtement, puis vous allez m'excuser parce que je vais employer un langage qui est peut-être un peu déplacé, mais cette madame-là, elle a des couilles de béton. Parce que quand tu es juge, puis que tu as été nommé par le fédéral, prendre une décision comme celle-là, alors qu'il aurait été si facile pour elle d'envoyer la balle à la Cour d'appel puis à la Cour suprême, faut vraiment que tu sois décidé. Hein? Puis sur le plan de sa carrière, là, comme juge. Oui, mais elle a rendu une décision qui, à mon avis, était conforme à sa conscience. Une personne... Alors, je veux quand tu parles des événements extérieurs puis qui vont également éventuellement nous favoriser, c'est que les États-Unis ont imposé la mondialisation. Hein? On voit ça. Mais les fruits de la mondialisation ont été accaparés par... des intérêts privés. Des intérêts privés qui n'ont aucune... comment je dirais ça, non? Qui n'ont pas de pays. C'est ça, apatrides. Ça, ils n'ont pas de patrie, c'est des apatrides. Hein? C'est ça. Et d'ailleurs, je veux dire, faut regarder Trump aller, puis comprendre que ce qu'il cherche à faire, c'est justement renverser ça, parce qu'il est très conscient que les États-Unis n'ont pas tiré eux-mêmes, comme pays, les fruits de cette mondialisation-là. Quand il veut ériger des barrières tarifaires, c'est exactement ça qu'il dit. Oui, exactement. Alors, c'est des gens qui sont des apatrides et les populations qui auraient dû s'enrichir parce que la productivité a augmenté depuis les 30 dernières années, peut-être de 10 fois, alors qu'on ne s'est pas enrichi. Il y a même des secteurs qui se sont appauvris, des classes moyennes. Quand tu dis productivité, c'est pas bon. C'est pas le terme? Non, c'est pas le bon terme. En fait, le problème auquel on est confronté, là, c'est que depuis 30 ans, depuis 1985, il n'y a pas eu de création de richesse. Zéro création de richesse. On vit dans l'illusion qu'il y a eu une augmentation du produit intérieur brut, mais c'est une illusion qui est entretenue par l'endettement, et le crédit et l'endettement. Autrement dit, tout ça, tout ce qui a été créé n'aurait pas pu, ou prétendument créé, n'aurait jamais pu être créé parce qu'il n'y a pas eu de transformation. Il faut comprendre d'où provient la richesse. Okay? La richesse provient de la valeur ajoutée. Oui, allons-y. OK, ça, c'est ça qui crée la richesse. On a financiarisé l'économie. Mais financiariser l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre à l'argent de circuler plus vite à l'intérieur des mêmes poches. OK? C'est ça, la financiarisation de l'économie. C'est déplacer de l'argent d'une poche à l'autre. Mais il n'y a pas d'enrichissement. Pire, il y a une ponction qui est prélevée sur chaque transaction
en frais de service. Alors, on est passé d'une économie qui était fondée sur la transformation et la valeur ajoutée, avec un secteur manufacturier dans les pays industrialisés qui avoisinait les 38% du PIB, à une économie aujourd'hui où les services financiers représentent 38% du PIB, alors que le secteur manufacturier, lui, est rendu à 12%, ce qui était l'inverse exactement de la situation d'il y a 30 ans. Il n'y a plus de création de richesse. Tout ce qu'on fait, c'est de créer de la dette. Oui, parce qu'on achète à l'extérieur, donc on s'endette puis on ne fabrique plus rien. Pour acheter, on s'endette. Oui. Mais ces dettes-là, ces dettes énormes... Les dettes des particuliers, oui. Dettes des municipalités, dettes des gouvernements, dettes des organismes parapublics. Les dettes des gouvernements. Dettes des provinces, dettes du gouvernement fédéral. Comment ça va se tourner, ça? C'est la question qu'il faut poser. Historiquement, la façon dont les dettes se payaient... C'était l'inflation. C'était l'inflation. Et les États-Unis, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, étaient fortement endettés. En 1960, ils étaient très riches. OK? Ils ont commencé à se réappauvrir avec les guerres, encore une fois. Guerre au Vietnam. La guerre au Vietnam, ça a été épouvantable. Ils se sont ramassés en 1975, à la fin de la guerre du Vietnam, fortement endettés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Paul Volcker est arrivé. Puis, les taux d'intérêt ont monté jusqu'à 20 22 ouais, je me souviens de ça. OK? Tu te souviens de ça? Oui. OK? Les gens, ils ne réalisent pas. Mais qu'est-ce que ça a eu comme effet, ça? C'était de l'inflation pure et simple. Ouais. Alors, l'effet que ça a eu, c'est de faire baisser la proportion des dettes par rapport au produit intérieur brut. Donc, c'est une question de proportion et non pas de remboursement. Mais le problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'il n'y a plus moyen d'augmenter les taux d'intérêt. On n'est pas capable. Ah, on n'est pas capable. Alors, si on n'est pas capable d'augmenter les taux d'intérêt, il n'y a pas d'inflation. Et s'il n'y a pas moyen... Et la dette, non seulement... Elle continue d'augmenter. La dette continue d'augmenter. Tu as parfaitement compris. Voilà la situation dans laquelle on est. Mais c'est clair qu'ils vont se payer comment? Alors, bien justement, on est au bord d'une crise systémique mondiale. OK? Et le secteur financier, les banques européennes en particulier, et en particulier une d'entre elles, la Deutsche Bank, à l'heure actuelle, est dans une situation lamentable. Son titre ne vaut plus qu'une fraction de ce qu'il valait il y a quelques années. Puis, la Deutsche Bank a des encours énormes. OK? Les dettes qu'elle a, OK? Dépasse le produit intérieur brut, non pas de l'Allemagne, mais de l'Europe. Okay? Oh mon Dieu! OK? C'est énorme. Donc, à l'heure actuelle, on est à la merci du moindre choc pour que la Deutsche Bank s'écroule. Et la Deutsche Bank, ça va être à l'Allemagne ce que le Lehman Brothers aura été aux États-Unis en 2008. C'est là que ça va venir. Ça ne vient pas directement de la Deutsche Bank parce que le gouvernement allemand va quand même essayer de la soutenir au maximum. Ça viendra d'une banque italienne qui sont dont il y en a une vingtaine ou une trentaine qui sont toutes en défaut, là, qui sont dans des situations graves. OK? Donc, c'est pas pour rien, tu sais, qu'il y a quelques années, là, on a adopté des lois et des règlements un peu partout dans le monde pour permettre aux banques qui seraient exposées à des risques systémiques de se recapitaliser à même les actifs de leurs déposants. Ça, c'est terrible. Hein? Ça, bien oui, les gens voient pas. Tu sais, quand tu regardes la façon dont le gouvernement fédéral s'y est pris, c'est épouvantable, c'est honteux, ça n'a aucun sens. OK, c'était Harper. Oui. C'est arrivé en 2015. Si ma mémoire est fidèle. Et puis, un gros projet de loi omnibus, OK? Pour cacher... de 1200 articles dans le projet de loi au complet. Et puis, un document de travail. Et alors, c'est caché dans les mesures sur la productivité, pour améliorer la productivité des entreprises. Ça n'a rien à voir avec les banques. OK? Et c'est là qu'est cachée la vérité. J'avais écrit un titre là-dessus, un article là-dessus, il est sur Vigile. OK? Mais ça,
je veux dire, les citoyens sont... Puis c'est la même chose en France, c'est la même chose en... Tu sais, tous les pays du G20, à Sydney, en 2016, je pense, ont tous adopté ça. Bien, aujourd'hui, tout ce système-là, là, s'apprête à nous péter en pleine face. Pourquoi? Parce que les banques centrales ne sont pas parvenues à endiguer le flot et à relancer l'inflation. Il y a quelque chose qui m'inquiète, parce que au Moyen Âge, à un moment donné... Ben oui, tu vas me parler de l'affaire de l'or. Oui, hein? Mais il ne faudrait pas qu'on règle le problème de cette façon-là. Mais c'est exactement... C'est l'affaire des assignats. C'est exactement ça qui va se passer. OK? C'est exactement ça qui va se passer. C'est juste une question de savoir quand. Ça va avoir des conséquences. Tu sais, ben oui. Tu sais, puis c'est pas comme si il n'y avait pas des signes avant-coureurs. Tu sais, il y a eu Chypre a été mise. Oui. C'est exactement ça qui s'est passé. Écoute, là encore, j'ai écrit un article là-dessus. Ils ont pris l'argent de le déposant. Direct. Et puis 2 semaines auparavant, le gouverneur de la Banque centrale de Chypre avait juré par écrit que ça ne se reproduirait pas, que ça ne se produirait jamais. Alors qu'il se préparait à le faire. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Tu sais, alors, l'été de tous les dangers. Cet été. C'est cet été. Tous les dangers politiques. Tu sais, regarde ce qui se passe en Syrie, regarde ce qui se passe en Corée. Bon, Corée, il semblerait qu'on aurait parvenu à éviter le pire. Mais il faut comprendre que en Asie du Sud-Est, la crise est prise en profondeur parce que la Chine revendique l'occupation des mers que lui contestent les États-Unis. Oui. OK? Et là, il y a des méchants bras de fer qui s'apprêtent à se jouer. OK? Et la situation est alarmante. Pour que Trump lâche du lest en Corée, il faut qu'il veuille se garder de l'espace pour ailleurs, pour autre chose. C'est aussi une dépense considérable, cette présence-là des Américains partout, en Corée, au Japon. L'Empire ratisse trop large. Ben c'est ça. Okay. C'est qu'à un moment donné... C'est putenable. C'est putenable. Et quand Trump va voir les Européens et leur dit « Vous ne payez pas votre part du financement de l'OTAN », c'est ça qu'il dit. Il dit « Moi, j'ai plus les moyens, là. » OK? C'est grave, là. Alors, les gens... Tu sais, il faut comprendre que les pays d'Europe de l'Est, par exemple, les pays de la Baltique, là, Lituanie, Estonie, Lettonie, OK? La Bulgarie, la Pologne, la Hongrie, tous ces pays-là qui se sont fait séduire par le chant des sirènes américaines, OK? Eux, ils comptent sur la protection. Et alors, on nous bassine, on nous raconte des histoires avec des déplacements de troupes des États-Unis en Europe, alors que les Russes viennent de démontrer, mais d'une façon spectaculaire, qu'aucune de ces mesures-là de l'OTAN sont capables de les atteindre. Oui, c'est ça. Tu sais, je lisais encore ce matin un article sur l'enclave de Kaliningrad. Kaliningrad, c'est une petite enclave dont la Russie se retrouve héritière par l'ancienne URSS, qui est située sur le bord de la mer Baltique, près de la Lituanie et de la Pologne. OK? Et elle est séparée du reste de la Russie par le Bélarus, l'ancienne Biélorussie, bon, qui est proche de la Russie, mais ce n'est pas la Russie, qui est indépendante politiquement. Donc, les Russes maintiennent une enclave à Kaliningrad qui est, à l'heure actuelle, surarmée. OK? Ils ont installé des batteries de missiles pour... Les Européens les menacent. C'est ça. Alors, ils répliquent. Mais sauf que ces missiles-là sont capables d'atteindre Londres, Paris, sans problème. Et Rome, sans problème. Alors,
Tu sais, les Américains jouent un drôle de jeu à chercher à convaincre les Européens de la sécurité de leur parapluie. Alors qu'en réalité, le parapluie n'est pas sécuritaire. Pas du tout. Oui. Alors, tout ça nous amène à constater la fin de l'hégémonie américaine. Quand on parle qu'on ne veut pas tomber dans le multiculturalisme canadien, ce multiculturalisme-là, il n'est pas dénué de danger éventuellement pour le Canada. Moi, je pense qu'on traite ça très à la légère. Et la meilleure preuve, c'est ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle. Exactement. Ça n'a pas commencé tout de suite en Europe. Voilà. Ouais. Et ce que vit l'Europe à l'heure actuelle, avec le rejet de l'immigration massive, c'est ce qui guette le Canada. Et l'idéologie multiculturaliste, elle n'est pas... le Canada ne l'a pas inventée, là. OK? Ça, c'est une idéologie qui nous provient de M. Soros et de ses groupes d'Open Society, oui, et du Fabian Society avant ça, et des vieux, comment dirais-je, la vieille idéologie anglo-saxonne, y compris même des théories du géopoliticien Mackinder. OK? Ouais. Alors, tout ça, là, c'est un mauvais développement. Et à l'heure actuelle, on est en train de découvrir qu'il y a des limites. Tu sais, si par exemple, la Libye était encore contrôlée par Kadhafi, la Libye, quand Kadhafi est parti, il y avait un système d'assurance santé complet. Il y avait une prospérité. La Libye était riche. Il songeait même à introduire un dinar or. OK? Aujourd'hui, la Libye est réduite à rien. Il y a eu une émigration de gens qui sont partis et ont envahi l'Europe. Même chose en Syrie, émigration vers l'Europe. OK? Et on est dans plusieurs pays du Moyen-Orient qui... Tu sais, alors, tout ce monde-là envahit l'Europe et l'idéologie du métissage est encouragée. OK? Elle est valorisée. OK? On est tous pareils. Tu sais, c'est politiquement correct, là. C'est parce que c'est... moi, genre, ça ne me scandalise pas, le métissage, excepté qu'il y a des problèmes culturels. Ben oui. Et ça se règle pas. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est la corrélation qu'il y a entre l'appauvrissement dont on a parlé, l'endettement et tout ça, et le refus d'accepter tout ça. Les immigrants, là, d'abord, si on était en pleine période de prospérité, OK, ils seraient restés chez eux, les immigrants. Ils auraient partagé la prospérité. Ça. Alors, s'ils viennent la chercher en Europe, c'est parce qu'ils ne l'ont pas chez eux. OK? Et la même chose au Canada. Tu sais, ils cherchent à améliorer leur sort. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas de création de richesse. Alors, la situation est exacerbée. Tu penses qu'on peut avoir éventuellement le même réflexe au Canada que ce qui se passe actuellement en Europe? Absolument. Juste une question. Regarde aux États-Unis. Eh bien oui. Hein? Juste au sud de la frontière. Là. Regarde comment Trump en est rendu à vouloir régler le problème de l'immigration illégale. Pourquoi? Si les États-Unis étaient riches à en crever, penses-tu que le problème existerait? Non. Les États-Unis ont toujours accueilli les immigrants. Là, ils refusent. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus ce qu'on va leur donner à manger. Exactement. Alors, c'est l'Europe, là, est en pleine capilotade, là, est en train d'être réduite en morceaux. À preuve, Merkel est menacée d'éclatement de sa coalition. Ils vont essayer d'arranger les choses lors de rencontres européennes dans les jours qui viennent pour essayer de trouver une solution européenne au problème de l'immigration. Mais la seule solution, c'est la fermeture de l'immigration. Et des pays comme l'Italie vont être là pour le rappeler. Oui. Effectivement, il est rendu qu'il y a plusieurs pays d'Europe qui n'en veulent plus, là. Non, il y a eu... Alors, à partir du moment où tu fermes... voilà. Alors,
je veux dire, cette question de l'immigration en Europe pose la question des frontières Schengen. OK? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand tu te déplaces d'un pays européen à un autre, c'est 27 pays maintenant. Il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de frontière. Non, il n'y a pas rien. OK? Et alors, imagine la facilité avec laquelle l'immigration qui arrive du Sud... Ça promène. Okay? Une fois qu'elle est rentrée. Elle arrive de Turquie, elle arrive de Grèce, elle arrive d'Afrique du Nord, OK? Puis elle débarque en Sicile, un peu partout. Puis une fois qu'elle est rentrée, elle peut se promener où elle veut. Elle peut se promener où elle veut. Oui. C'est pour ça que l'espace Schengen, en réalité, maintenant, on met des frontières, puis on est en train de le détruire. On est en train, d'abord, de restaurer l'étanchéité des frontières européennes, oui, dans un premier temps, et on s'imagine que ça va suffire. Mais non, il y a déjà trop de monde de rentrer, et ça brasse déjà trop fort. Et les pays comme la Suède, là, par exemple, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui est quand même, qui a vécu, qui a été... Écoute, la proportion d'immigrants qui sont rendus en Suède aujourd'hui, c'est effarant. Et ça crée de gros problèmes. Et ça a fait en sorte que, récemment, ces jours derniers, un ministre suédois influent a tenu des propos antisémites. Mais, Richard, ce qui est surprenant, c'est la capacité de toujours trouver une solution temporaire. Depuis que j'examine ce qui se passe en Europe, il y a toujours une solution temporaire, une solution temporaire. On a toujours une solution temporaire. On va en arriver au bout de la solution, des solutions temporaires. Ben oui. Puis le Canada est menacé. Regarde, le nouveau gouvernement italien, là, oui, a annoncé qu'il ne ratifierait pas le traité, oui, le CETA, là, oui, l'accord général global, accord économique global Canada-Europe. OK? Alors, en vertu des règles européennes, un seul veto... Il n'y a plus d'entente. Imagine à quel point le Canada va se retrouver dans une situation vulnérable si, perdant les bénéfices du libre-échange avec les États-Unis, il n'est même plus assuré d'avoir le libre-échange européen. Tu sais, ça ne va pas bien, là. Mais disons que, moi, ce que je crois, entre autres, il va y avoir des ententes quand même de gré à gré, là, de pays à pays. On ne peut pas... Des États-Unis, il y a... Ces ententes-là, ouais, Antonio, ouais, pour pouvoir se matérialiser, elles ont besoin de Grèce. Okay. Or, et la Grèce, c'est celle de la richesse collective. Ouais. Il n'y en a pas. C'est ça. C'est ce que tu soutiens depuis qu'il n'y a pas eu de création de richesse. Alors, on arrive au terme. Tu sais, la dernière grande crise, là, c'est 2008. Puis, les banques centrales ont tenté, par tous les moyens, de relancer l'inflation pour résorber l'endettement. Elles n'y sont pas parvenues, ce qui fait qu'on est aujourd'hui 10 fois plus endetté qu'on ne l'était à l'époque. Oui, mais ils ne peuvent pas... les taux d'intérêt ne peuvent pas les monter, parce que s'ils les montent... l'effondrement de l'activité économique. L'effondrement d'activité économique. Mais regarde à quel point c'est pervers. Oui. La faiblesse des taux d'intérêt a pour effet de permettre à des entreprises qui ne sont pas viables dans des situations de survivre. Alors que, donc, tout l'auto-nettoyage que permet normalement le fonctionnement de l'économie ne se fait pas. Puis d'un seul coup, là, quand les taux d'intérêt vont se mettre à repartir, parce que les banques centrales ont décidé qu'ils n'étaient plus capables, qu'il fallait qu'ils remontent, OK? Puis c'est déjà fait aux États-Unis, là, ça commence à remonter. Bien, puis ça va être la même chose, ça a été annoncé en Europe, OK? Ça ne va pas prendre longtemps avant que toutes ces entreprises-là s'effondrent. Et alors que ça aurait dû être un processus constant et graduel, ça va se ramasser un processus accéléré
et massif. En 87, je te remonte encore plus loin, il y a eu également une crise. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, tout à fait. Oui. Alors, à l'époque, je me souviens, j'étais en Europe et je me disais, j'étais en voyage de noces. Je me disais, quand je vais revenir au Canada, je ne prendrai pas de chance, je vais vendre toutes les actions que j'ai de différentes sociétés. J'en avais pas tellement, mais j'en avais un peu. Je ne l'ai pas faite. Et j'ai mangé une moyenne taloche. Bon. Parce que tout s'est effondré. Tout a perdu. Oui. Alors ça, c'est l'effondrement de la bourse en 1987. Oui. À l'heure actuelle, il y a elle était annoncée en Europe. Oui. Puis de la même façon que tous les signes avant-coureurs sont réunis. Ça fait des mois que sur certains sites spécialisés que je consulte quotidiennement, dont en particulier le site zeroedge.com, les grands pontes de la finance internationale te disent que une correction sévère s'en vient. C'est juste une question de moment. De moment. Voilà. Alors, tu sais, c'est pas rassurant. Oui. Et puis, il reste deux sujets à traiter rapidement, là. En Europe, là, on constate que la question migratoire, là, elle est en train de faire exploser l'Europe. C'est pas rien. D'abord, cette immigration-là, pour la justifier, on dit on a besoin de leur connaissance. Mais on se rend compte que... Ils n'ont pas de formation. Ils n'ont pas de formation, ça fait qu'ils arrivent, puis... Là, tu utilises l'argument qu'on utilisait au Canada dans les années 50, lorsque on ouvrait toutes grandes les portes à l'immigration européenne. Oui. Alors, regardons la différence. C'était des gens qui étaient formés, qui étaient grosso modo de la même culture que nous, des mêmes valeurs que nous. Même système. Même souvent, même de la même langue que nous. Oui. OK? Et à ce moment-là, ça avait du bon sens. Puis, progressivement, avec le temps, l'Europe s'est développée et cette immigration-là n'était pas plus intéressée parce qu'elle avait des conditions égales, sinon meilleures, chez elle. Chez elle, c'est ça. OK? Alors, on a substitué à cette immigration-là une immigration en provenance de pays plus aux économies, qu'on disait pudiquement, en voie de développement. Hein? OK? Et on a fait venir des gens d'Amérique centrale, d'Amérique latine, on a fait venir des gens d'Afrique du Nord, OK? Et d'Asie, Pakistan, tu sais, qui sont allés, moins ici, mais des gens de l'Inde, du Pakistan. Bref, on a panaché notre immigration, et souvent avec des gens qui ont des valeurs, des cultures complètement différentes des nôtres, et qui ne sont pas intéressés à s'intégrer. Alors, le multiculturalisme, c'est essayer de faire vivre tout le monde sous ce parapluie-là. Mais ça ne fait pas des enfants forts. Hein? Non. Puis le refus d'intégration, si tu refuses le système de valeurs, puis ils veulent garder les valeurs de chez eux, si tu refuses le système de valeurs de l'endroit où tu t'en vas, tu ne t'intégreras pas. Ben non, bien sûr. C'est impossible. C'est la règle de base. Si tu ne t'intègres pas, bien, tu vas former une communauté à part et tu n'auras pas la cohésion sociale nécessaire pour tenir un groupe humain ensemble, puis avoir, comment dirais ça, donc, des idéaux ensemble, là, tu peux pas. Et c'est en train de se faire. Ouais. Puis en Europe, c'est grave, là. Je vois les pourcentages, entre autres, là. On parle de au-delà de 20% de jeunes en France, de l'immigration, qui croient que la charia doit prédominer sur les lois françaises. C'est grave, là. C'est grave. C'est grave, là. Et je veux dire, tout ça, évidemment, provoque des réactions et de rejet. Ben oui. Qui sont parfaitement compréhensibles. OK? Tu es en train de dire qu'on n'est plus chez nous, tu sais. Ça choque violemment les gens, ça. Oui. Okay? D'avoir l'impression qu'ils ne sont plus chez eux. Exactement. C'est bien beau vouloir partager, mais encore faut-il qu'il y ait un minimum de choses communes à partager. Alors, c'est ça qui ne va pas. Et, bon, on est en train de la crise de l'immigration, on la vit là, au quotidien. Là.
OK? Puis l'immigration illégale et tout ça. Puis l'absence d'intégration des immigrants, on vit ça aussi. OK? Et ça ne va pas s'améliorer. Ça, c'est certain. Et certainement pas avec des gouvernements comme niaiseux, là, comme le gouvernement libéral de Trudeau, qui s'imagine qu'on peut adopter une politique de porte ouverte. Non, c'est sûr. OK? C'est sûr. Moi, je trouve qu'on devrait voir ce qui se passe en Europe et ne pas vouloir que ça arrive parce que le problème se pose, puis au lieu de dire on va arrêter, on augmente. On augmente. Antonio, oui. Il faut faire bien attention de ne pas se limiter à regarder ce qui se passe en Europe. Il faut regarder aussi aux États-Unis. Et la crise qui se passe aux États-Unis, là, c'est une crise grave. Puis, c'est la même crise que nous. Il faut comprendre. Ils sont exposés, eux aussi. Et puis, regarde simplement l'émotion que crée la question de l'immigration aux États-Unis à l'heure actuelle. C'est la même qu'en Europe. Oui. C'est parce que ce qui se passe, c'est assez grave. Pour qu'on puisse accepter, c'est quelque chose d'épouvantable de séparer les enfants avec les familles. Bien, on est rendu loin, là. On est rendu très loin. On est rendu très loin, puis on ne peut pas dire que ce n'est pas accepté. Non, on est rendu dans la sauvagerie. Oui, exactement. Alors... c'est barbare. Oui. C'est pas juste l'État là, qui fait ça. C'est que les gens, en dehors de ceux qui contrôlent l'État, ils soutiennent l'État dans cette affaire-là. Dans cette démarche-là. Dans cette démarche-là, c'est terrible. Là. C'est épouvantable. C'est épouvantable, oui. Alors, puis ça fait sortir le pire de nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Hein? Alors, pourquoi se placer dans des situations dont il est évident qu'elles vont faire ressortir le pire de nous-mêmes? C'est tellement maladroit. Écoute, Antonio, on avance beaucoup dans le temps. Tu sais, ça fait déjà 1h45 qu'on... Alors, moi, je pense que tu vas revenir. C'est possible. OK. Et puis... si je revenais, ouais. il y a beaucoup de choses que je voudrais qu'on parle de l'Union nationale. Oui, on en va reparler en masse. Parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Oui, parce que il passe pour un gouvernement malhonnête, un gouvernement... Je le lis, là. Ben oui, parce qu'un mensonge qui est répété, ça finit que c'est une vérité. Oui. Je le lis que c'est un gouvernement corrompu. Il n'y a jamais eu de gouvernement honnête à ce point-là. Bon. Durant cette période. Alors, on reviendra là-dessus. Oui. Moi, je veux terminer juste pour le bénéfice des gens qui sont avec nous toutes les semaines. Oui. La semaine dernière, j'ai posé une question. Je me suis posé une question moi-même. Qu'est-ce que foutait, étant en train de fabriquer la Russie en Afrique? Et j'ai eu la réponse. Il y a un article qui a été publié cette semaine dans une publication qui s'appelle Oriental Review. Vous pouvez la consulter sur Google. Et l'article est écrit par un certain Andrew Korybko, K-O-R-Y-B-K-O. Alors, Oriental Review, Andrew Korybko. Et vous avez la réponse aux questions du pourquoi de la présence. Et quelle est la raison? C'est que les Russes ambitionnent de jouer un rôle de modération, okay? Pour assurer l'équilibre mondial. Parce que les Russes voient arriver... il y a la Chine et les États-Unis. Oui. Puis tu le sais toi-même, tu es quelqu'un qui fréquente l'Afrique assez souvent. Oui. OK? Tu es très conscient là, que ça ne se passe pas nécessairement tendrement en Afrique. Non. Et que les Américains, et même le Canada, parce qu'il faut quand même reconnaître que le Canada joue un rôle dans le secteur minier en Afrique qui est extrêmement critiquable, hein, et peu reluisant. Si les gens savaient toutes les manœuvres... comment je dirais ça donc? Je vais te surprendre, je vais te dire que si on s'en va dans l'Afrique du Sud ou si on s'en va en Afrique centrale, où on n'est pas, non seulement c'est pas mieux, mais c'est pire. Ben oui. Si tu t'en vas au Congo... Ben exactement. OK. Si tu t'en vas dans les pays limitrophes du Congo, ouais. c'est pire. C'est épouvantable ce qui se passe là. Ouais,
Alors c'est justement pour jouer un rôle de modération et de façon aussi à faire ressortir sa stature mondiale que la Russie essaie de prendre pied en Afrique. Voilà. Alors, je te remercie de m'avoir invité. Antonio, ça m'a fait grand plaisir. Et puis, comme ça s'est bien passé, tu reviendras. Merci. OK. Alors, mesdames et messieurs, on va mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. C'était l'édition spéciale du mercredi 20 juin. Je recevais Antonio Flamand, ancien député de l'Union nationale. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous rappelle que l'émission de la semaine prochaine sera la dernière de la saison. On vous reviendra quelque part au début du mois d'août pour commencer à commenter la campagne électorale québécoise qui sera sur le bord, qui sera à nos portes. OK? Alors, bonne semaine à tous et puis merci André. Merci.